Bonjour à tous et bienvenue dans Punch Time. Je m'appelle Jean et voici Félix. Nous avons cofondé Punchy depuis 8 ans. On est tous trop tendus là. Ça c'est dur, hein, franchement. Ouais. On a choisi d'aborder ensemble aujourd'hui le thème suivant. Trouver sa posture de dirigeant. Quelle juste distance entre ses employés et soi-même. Très bien. Qu'est-ce que ça t'inspire là comme ça à chaud? Ça m'inspire que c'est rarement un exercice réussi au début. On a vu beaucoup de fails dans ce domaine-là. Et des fails qui partent de bonnes intentions. De l'envie d'être le bon patron. Qu'est-ce qui se passe si on est trop proche de nos employés? C'est quoi les risques? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui te popent en tête? Oui. Et qu'est-ce qui se passe si on est trop distant aussi? Le rôle de l'employeur vis-à-vis de l'employé, c'est de le rassurer. Lui mettre un cadre, lui dire où est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir, de le mettre au bon endroit, de le mettre en situation de succès aussi, et de l'affranchir du doute. Voilà. Ça se passe comment concrètement le débriefing d'un coaching quoi? Quand vous rapprochez la visio, vous dites salut et tout, est-ce que vous parlez de ce qui vient de se passer? Est-ce que vous parlez plus tard? Et qu'est-ce que vous vous dites quoi? Et c'est pourtant ça qu'on nous demande. On nous demande d'accélérer des processus, mais parfois l'accélération provoque de la friction. Donc des fois on débriefe ce truc-là de oula, j'en ai pris plein la gueule, etc. Ça arrive, hein. Je sais, j'ai fait des séances avec vous. Aujourd'hui dans Punch Time, pardon. On va la refaire. Non, dommage, c'était pas mal, tu vois. Mais on refait pas, C'était pas mal. C'était nickel. Ouais, mais j'étais tellement bien nickel que je me suis dit, je veux que ce soit nickel, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans Punch Time. Donc, je suis Jean, le cofondateur de Punchy et aussi Félix, mon associé. On a créé Punchy en 2018 et on fait du coaching de dirigeants. C'est-à-dire qu'on accompagne des dirigeants d'entreprise sur tous les enjeux stratégiques et relationnels pour accélérer la prise de décision. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Maxime Caron, qu'on a le plaisir de coacher déjà depuis un petit moment. C'est le cofondateur de SIOS. Vous nous suivez peut-être déjà dans la newsletter Punchline sur punchline.kessel.media. On aborde également des apprentissages qu'on a en accompagnement dirigeant. Aujourd'hui, dans Punch Time, l'idée, c'est d'aborder un dilemme du leadership, c'est-à-dire un problème que le dirigeant a pu rencontrer dans sa vie entrepreneuriale. Et donc, Maxime Caron, cofondateur de SIOS, entreprise qui fait des instruments de musique en 3D, qui est science-based, et il en parlera mieux que moi, c'est-à-dire que c'est des docteurs en acoustique avec son associé Pauline, et ils ont réussi à customiser des instruments de musique comme ce bec de saxophone qu'on peut voir ici, qui est entièrement réalisé, produit en France, à Paris. Et Maxime, je vais te laisser compléter cette introduction, et puis surtout partager le thème de cette interview à Félix. Déjà, merci de m'avoir invité pour le podcast, ça me fait plaisir d'être là. Écoute, tu n'as pas grand-chose à compléter, hein. Tu as présenté admirablement bien notre activité. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Effectivement, on est chercheur en acoustique, donc ce que notre boulot, en fait, c'est d'appliquer une démarche scientifique à la conception des instruments de musique, là où, dans le milieu, on est plutôt sur une approche traditionnelle, savoir-faire, ce qui est bien, mais nous, on a envie de la compléter avec notre background de scientifique, donc étude du fonctionnement de l'instrument, et puis expérimentation, et après, voilà, démarche scientifique permettant d'améliorer et de personnaliser, comme c'est le cas par exemple avec le bec de saxophone, personnaliser des pièces d'un point de vue acoustique pour les musiciens. Donc voilà, pour compléter un peu ce que Jean a dit, on est une entreprise d'une dizaine de personnes et voilà, on produit à peu près 10 000 pièces pour les saxophones et les clarinettes par an, et on fait beaucoup d'exports en fait aussi. C'est une des spécificités de notre entreprise. On exporte beaucoup aux États-Unis, en Asie. Marché de niche, produit très précis, mais du coup très particulier, et c'est très plaisant parce qu'on peut vivre aussi notre passion pour la musique au quotidien. On a choisi d'aborder ensemble aujourd'hui le thème suivant, trouver sa posture de dirigeant. Quelle juste distance entre ses employés et soi-même. Très bien. Qu'est-ce que ça t'inspire là comme ça à chaud? Ça m'inspire que c'est rarement un exercice réussi au début. On a vu beaucoup de fails dans ce domaine-là. Et des fails qui partent de bonnes intentions. De l'envie d'être le bon patron.
Cette envie d'être le bon patron, c'est de voir dans d'autres entreprises ou dans l'imaginaire collectif, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont jamais passés par le salariat, mais de voir une trop grande distance entre la personnalité du dirigeant et sa manière de diriger son entreprise. Et de trouver ça un peu fake, un peu vieille France, un peu bon père de famille distant qui maîtrise tout alors qu'en fait il maîtrise rien. Et donc c'est l'envie d'être plus naturel, je pense, dans son rôle qui inspire le fait d'être voilà, le bon dirigeant, le mec sympa, le mec à l'écoute, le mec qui arrange, qui n'est pas trop procédurier, qui fait pas des règles trop rigides, qui va écouter les singularités de chacun, qui va être proche d'eux, qui va s'autoriser à faire la fête avec eux, à être naturel, à montrer ses failles, etc. Et tout ça part d'une super bonne intention, je trouve. Et ça, on l'a vu beaucoup, et on a vu beaucoup à quel point c'est un peu la cata, quoi. Maxime, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Pourquoi tu as choisi ce sujet? Ouais. Pourquoi ça te concerne autant et ça te touche autant? Bah, en fait, ça remonte vraiment au début de l'entreprise, hein. Moi, ça remonte un peu sur ce que tu dis, mais euh, j'ai l'impression, moi, c'est rétrospectif, hein, évidemment, mais en fait, d'avoir voulu me fondre un peu dans la masse, quoi. Tu vois, en fait, dans la vie perso, en dehors du boulot, de manière générale, je suis plutôt un peu on a un peu la réputation d'être le mec sympa, quoi, qui dit oui pour arranger tout le monde. En fait, j'ai aussi une culture familiale où il faut arranger les gens, voilà. Donc du coup, et il faut être proche d'eux. Et donc du coup, au début, je pense que je me suis retrouvé pas mal là-dedans. Et aussi parce que j'aime bien que les gens m'aiment, tu vois. Mm. C'est un truc où j'aime bien, voilà. Donc, ça y est. Et du coup, je me suis peut-être un peu mis dans ce mood-là Mm. trop vite dans la création d'entreprise, en me disant, bah en fait, moi je veux que mes employés ce soit mes potes en fait, parce que ici on est une bande, on est tous des potes, et du coup, bah, c'est ça qui me pose la question, quoi. C'est à quel point ça peut fonctionner, ou quand est-ce que ça s'arrête de fonctionner. Voilà, enfin, d'ailleurs, c'est vraiment une question ouverte, hein. J'ai pas d'avis tranché là-dessus. Mm. Voilà. Et dans la préparation, quand on parlait de ça, moi j'avais vachement plus d'avis tranchés par rapport à ce que nous on a vu en accompagnement, sur le fait que nous, on voit que plein de dirigeants ont envie, justement comme Maxime, d'être les bons patrons, d'être arrangeants, euh, qui ont aussi certains besoins à remplir en fait dans leur vie tout simplement, et que leur travail c'est un peu toute leur vie. Et donc bah, d'être aimé, d'avoir des amis, de vivre des moments conviviaux, d'être naturel. Euh, on parlait aussi dans la préparation que l'entreprise c'est un endroit dans l'imaginaire collectif où on se fait des amis, on fait des rencontres, et en fait, bah, quand on crée un cadre de performance, quand on se rend compte que d'être trop proche de ses employés, c'est c'est pas forcément optimal, que dans le pacte relationnel qui est attendu avec des employés, c'est pas forcément optimal, et ben en fait, tu te retrouves un peu seul et ça fait un peu peur, et tu te dis mais est-ce que je suis sûr d'avoir vraiment envie de ça? Donc, on a l'impression effectivement, comme tu disais au début, qu'on est beaucoup à faire l'erreur, surtout en start-up, avec un peu cette tyrannie du cool, du bon patron, de cette ambiance un peu faussement détendue et de performance. Euh, Tout le monde va se manger un peu ce mur de en fait, y a, j'ai beau essayer d'être pote avec mes employés, ça marche pas, quoi. Mm. Mais ça me fait pas non plus plaisir d'être à distance, en fait. Il y a un manque, il y a un... Bah, moi, j'ai un peu l'image, tu vois, de un peu ce que tu dis, quoi. D'un côté, en fait, je me posais la question des imaginaires qu'on a, collectifs, Mm. du dirigeant, quoi, du patron de l'entreprise. Et d'un côté, t'as ça, quoi. T'as un peu la cool attitude, ouais, un peu aussi vendu, je pense, par le côté start-up, tout ça. Euh, et de l'autre côté, t'as un peu genre le diable s'habille en Prada, quoi, Mm. où c'est la tyrannie tout court, quoi. Donc du coup, voilà, comment on peut, comment vous voyez ça aussi dans votre accompagnement, sur quel imaginaire les dirigeants peuvent s'appuyer aussi pour avoir des références et pouvoir, parce qu'il y a personne qui va un peu, qui va, enfin, c'est rare d'entendre parler de ça, en fait. C'est pour ça aussi, j'ai choisi un peu ce thème, parce que tu trouves pas vraiment Non. de ressources sur le sujet. Voilà. En fait, c'est parce que ça part d'une faille, donc c'est très difficile pour un dirigeant d'en parler,
Parce que le principe dans l'entrepreneuriat, c'est de montrer justement à quel point ça marche. Tout. Ouais. Du coup, c'est un tout. On essaye de pas montrer les failles dans l'armure et surtout pas publiquement, donc dans des newsletters ou des podcasts. Donc déjà, merci d'en parler parce que tu es courageux. Ouais, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas évident, de ouf. Non, c'est pas du tout évident. Merci. Et je pense que cette faille, elle existe chez beaucoup de jeunes entrepreneurs. Encore une fois, elle part d'une bonne intention et de quelque chose de positif, qui est j'ai pas une confiance en moi à l'épreuve des balles, en mode t'inquiète, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, mais j'ai tout capté et je vais réussir quoi qu'il arrive. Non, tu doutes, c'est normal, tu te demandes si c'est vraiment ta place, etc. Ça part, je trouve, d'un trait de personnalité humain positif. Mais dans ce doute vient se nicher beaucoup de vices. Et par exemple, celui de vouloir dégager l'image de la maîtrise. Et l'image de la maîtrise, c'est celle de la détente. C'est celui qui arrive au boulot, qui n'a pas besoin de se construire un personnage, qui fait son taf, etc., et qui gère le truc. Et cette image-là, je ne sais pas si c'est comme ça que toi tu l'as vécu, hein, mais je pense à plusieurs accompagnements qu'on a eu en même temps et qui ont eu ce trait-là. Et finalement, c'est avoir du pouvoir, c'est être resté accessible, être resté détendu, alors qu'on jongle avec énormément d'enjeux. Je pense qu'aussi dans la façon dont on a anglé la problématique, c'est aussi d'aller chercher d'autres images ou d'autres imaginaires, pardon, de ce que c'est quoi être un patron d'une petite entreprise. Parce qu'en fait, dans ce que disait Maxime dans la présentation, c'est aussi, il a des besoins. Et en fait, le travail prend beaucoup de place. Oui. Et l'entreprise, c'est censé être aussi un lieu de convivialité. Et en fait, d'un coup, tu deviens entrepreneur et tu peux plus avoir accès à ces moments de convivialité, ou plus tout à fait de la même façon, parce qu'il faut une juste distance, et ça, on en est absolument convaincu, tu vois. Maintenir le cadre, pas être trop proche, ne pas avoir ses employés comme des confidents, etc., etc. Et tu vois, donc, recréer un autre imaginaire et recréer une autre posture qui soit sympa aussi, et aider les entrepreneurs à se dire, bah, en fait, tes besoins, tu vas pas aller y répondre ici, tu vas aller y répondre ailleurs, donc il te faut un équilibre de vie différent, etc. Et pour moi, là où c'est pas possible, c'est que, quel que soit En fait, il y a une notion qu'on appelle la notion de pacte relationnel, qui est qu'avec n'importe quelle personne avec qui tu interagis, au quotidien, que ce soit ta boulangère, ton patron, ta compagne, ton pote, ton voisin, il y a un pacte relationnel qui est tacite, il n'est pas explicite la plupart du temps, c'est très rare, et il est conditionné par l'extérieur et par l'image collective qu'on a. C'est mon voisin. J'ai une attitude de voisin vis-à-vis de lui. Je lui fais des sourires, je lui dis bonjour, je lui donne du sucre ou des œufs. Par contre, je le fais pas à un inconnu dans la rue. Excusez-moi, monsieur, vous auriez un œuf, qu'est-ce que tu me racontes? C'est un pacte relationnel qui est très différent. Si ma boulangère me demande un œuf, je lui dis mais comment tu gères ta baraque pour pas avoir voilà, il y a un truc un peu bizarre. Et je peux pas moi non plus lui demander un œuf. Pourtant, elle habite en bas de chez moi. Mais voilà. Donc il y a un pacte relationnel qui conditionne énormément de choses qui ne viendraient pas à l'esprit demander un œuf à sa boulangère. Donc ce pacte relationnel, il précède la relation entre les personnes. Je peux très bien m'entendre avec ma boulangère, faire des blagues, qu'elle me raconte au détour d'une journée ce qui s'est passé la veille, etc., dans la rue, ou qu'elle me parle de son enfant. Ça reste ma boulangère et je vais respecter le pacte relationnel qu'il y a à cet endroit-là, de ne pas entrer avec des écouteurs en lui disant pas bonjour, d'essayer de lui donner la pointe si je peux, de ne pas lui faire perdre son temps en lui racontant les misères de mon chat. Enfin, il y a toutes ces règles-là qui se mettent en place. Pour en revenir à l'entrepreneuriat, quand on est le patron de quelqu'un, quand on l'embauche, quand on est son boss, il y a un pacte relationnel qui est très très clair, très cadré et qui est même cadré par la loi. On ne peut pas surajouter par-dessus un faux pacte relationnel d'amitié. Sinon, à un moment, il y aura une trahison de soi-même vis-à-vis de l'employé ou de l'employé vis-à-vis de nous. Il y aura une trahison forcément parce qu'on va switcher d'un pacte relationnel à l'autre. Ils ne sont pas totalement compatibles. Et à ce moment-là, la relation, elle est brisée des deux côtés. Que ce soit dans la relation employé-patron ou que ce soit dans la relation d'amitié qu'on a pu nouer par-dessus. C'est quoi le pacte relationnel du coup qui est attendu par les salariés en général, même s'il n'est pas exprimé très clairement? Je veux bien venir chasser avec toi, mais je veux pas pister le mammouth. Je ne veux pas savoir ce qu'il en coûte que je puisse avoir mon salaire à la fin du mois. L'ensemble des paramètres qui permet que je puisse l'avoir à la fin, et cette stabilité, je veux pas le savoir.
Quand on me donne quand on me confie un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Moi, en tant que salarié, je me projette de manière indéterminée dans la boîte. Tandis que le patron, il est tout le temps en train de checker la viabilité de sa boîte d'un mois sur l'autre. Donc, quel comportement tu ne veux pas de la part de ton patron? Si mon patron entre dans les bureaux en pleine crise de doute sur la pérennité de la boîte, parce qu'il a perdu un gros contrat sur lequel la boîte tenait, parce que son associé, tout d'un coup, veut faire autre chose et est en train de le lâcher pour je ne sais quelle raison, il crée une panique qui fait que plus personne ne peut bosser. Ah bon, la boîte va peut-être pas tenir, t'as entendu le gars, etc. Tout d'un coup, le doute, qui est naturel dans la vie du dirigeant, s'insère dans la vie du salarié, et c'est la panique. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu ressentir, Maxime? Enfin, pardon. Je suis sûr que c'est quelque chose que tu as pu ressentir, Maxime. Ouais. Dans quelle mesure tu le vis moins? Dans quelle mesure tu peux partager d'ailleurs des ressentis que tu as eus là-dessus, sur cette distance un peu trop proche que tu sembles avoir eue avec tes employés et aujourd'hui que tu dis ça, je le ferai plus? Ouais, bah après, c'est cette culture que j'ai, je pense, dès le départ, d'essayer de rendre service et d'arranger du mieux que je peux, tu vois. Mmh. Et du coup, en fait, bah, j'ai l'impression que bah, des fois, c'est pas optimal pour l'entreprise. Enfin, en vrai, au bout d'un moment, tu te rends compte que bah, quand tu arranges quelqu'un, bah, tu déranges quelqu'un d'autre, quoi. Donc, en fait, ça marche pas, par exemple. Mm. Ou tu te déranges toi-même. Donc, ça, ce qui peut être le cas. Et puis, ça arrive souvent hein, dans sa vie perso, tout ça, de se dire, bon, allez, je sacrifie, je fais une concession et tout. Mais c'est pas forcément viable sur le long terme. C'est pas forcément viable dans toutes les situations. Et donc, il y a un moment où tu dois refuser ça, tu dois changer de posture. Et en fait, je trouve ça assez difficile. Parce que du coup, je me demande à quel point quand tu vas bosser, du coup, en fait, t'es pas toi-même. Parce que est-ce que tu dois quand même jouer un rôle qui est différent du rôle, qui est différent, en fait, de ta nature, quand même, dans la vie, euh, pour, euh, pour les besoins de ton entreprise et comment tu sais à quel point il faut le faire et à quel point il faut pas le faire. Vas-y, Du coup, si tu veux. on passe dans la partie tranchée, dans la partie un peu Peut-être, ouais. comment faire, Ouais. un petit peu comment avoir cette juste distance avec ses associés et avec soi-même aussi, parce que c'est ce que dit Maxime, c'est OK, donc j'ai compris, je pourrais avoir une juste distance avec mes employés, être plus à distance, Mm. mais du coup, est-ce que je vais être complètement plus à distance que moi-même? Est-ce que je vais mettre un masque? Est-ce que je vais souffrir en fait dans ce process ou en fait, est-ce que je vais quand même pouvoir réussir à être moi-même? Parce que moi, Maxime, eh ben, j'aime bien arranger les gens. Donc, est-ce que ça va trop me coûter? Mais j'aimerais rebondir sur le terme rôle et sur le verbe qui le précédait. Je joue sur les mots volontairement, mais jouer un rôle, jamais on le recommandera à nos clients parce que on ne peut pas incarner bien dans la durée et garder l'énergie et continuer de se régénérer et de s'épanouir à un masque qui est trop loin de soi. On a toujours un masque, ça on le dit quasiment à chaque épisode, mais il faut qu'il soit le plus proche possible de notre nature pour qu'on puisse vraiment ne pas se vider de notre énergie. Et ça, on l'a vu dans certains cas, certaines postures de dirigeants lessivent complètement l'individu qui se trouve derrière. Et donc, dans ces cas-là, on a fait un travail de rapprochement entre le masque, qui reste un masque, c'est pas la personne dans sa vie personnelle, mais qui est beaucoup plus proche de son énergie. Donc, jouer un rôle, surtout pas. Endosser un rôle, c'est là où je change le mot. Oui. C'est-à-dire que quand tu arrives à ton travail, peu importe quel type d'entreprise tu as le rôle de garder la pérennité de la boîte, de lui donner un cap, de lui donner une direction claire. Et ce rôle-là n'est pas lié à ta personnalité, comment tu te comportes, etc. C'est juste qu'il y a des choses que tu peux faire, que tu dois faire, et des choses que tu ne peux pas faire. Donc, par exemple, partager les doutes, tu peux pas. Donner un cadre, il faut absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est quoi les règles entre nous. Donner une direction, c'est quoi la vision, pourquoi on est là. Quand tu parlais d'arranger les gens, quand l'individu vient te voir pour tordre une règle, pour s'arranger lui, bah, ton rôle, le rôle que tu dois endosser, c'est celui d'arranger le groupe. Et donc, forcément, bah, de frustrer un peu l'individu.
Comment dans ton expérience personnelle, Maxime, comment tu jongles justement avec cette impression de est-ce que je vais quand même pouvoir être moi-même en endossant ce rôle de dirigeant que je comprends mieux maintenant, qui est moins un rôle de j'arrive et je suis naturel. Comment ça a fait évoluer ça chez toi, sans que tu te dises, en fait, c'est plus mon identité, c'est un masque trop lourd à porter, et en fait, ça me va quand même, en fait, ça va. Bah, je dirais que ça m'a fait poser aussi des questions sur ce que j'appelle mon identité et sur ce que je crois, sur mes croyances en fait, sur ce que je crois être le comportement à avoir. Euh, aussi, enfin, le fait d'avoir ce rôle-là à endosser, ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir sur ma vie perso. Et je pense que il y avait aussi des choses à faire évoluer dans ma vie perso. Donc ça m'a même servi en un sens. Et après, bah, si, oui, je le vois aussi comme un défi. Et puis je fais ce travail-là avec les personnes qui me coachent aussi, Hmm. en particulier. Elles doivent avoir du talent. Ouais. Ou c'est pas le mot que j'emploie. Elles sont persévérantes en tout cas. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, ce que j'entends dans ce que tu dis là, c'est que t'as pas subi. C'est-à-dire que tu t'es dit, en fait, si j'arrive sans réfléchir en mode, mon mode par défaut, d'être assez proche de mes employés, c'est peut-être pas le mode le plus efficace. Il faudrait que je bouge. Ça me fait peur parce que, en fait, c'est comme ça que je suis dans ma vie perso. Donc, est-ce que ça va pas me travestir d'une certaine façon et être trop coûteux d'être un Maxime dans le perso et un Maxime dans le pro trop différent? Et en fait, ça t'a fait aussi bouger dans ta vie au sens plus large parce que il y avait peut-être des moments aussi dans ta vie perso, bah, peut-être c'était ce mode par défaut, c'était peut-être pas non plus optimal pour toi. Aussi, après, je me pose quand même encore la question. Je me dis, est-ce que faut pas aussi, est-ce qu'il y a quand même pas une notion d'adapter un peu le fonctionnement de ton entreprise et ton fonctionnement dans Mmh. l'entreprise à tes aspirations personnelles? Et est-ce que du coup, c'est pas possible de créer quand même un cadre où en fait, tu as une culture de oui, tu rends service, oui, t'es proche, etc. Enfin, je me pose la question parce que il y a des gens qui entreprennent en famille, il y a des gens qui, enfin, tu vois, Mmh. chaque culture d'entreprise est assez différente. Et donc, du coup, comment en fait tu crées aussi une culture d'entreprise où bah, tu es bien dans tes bottes sans être le diable s'habille en Prada, quoi, tu vois. Mmh. Et du coup, avant de répondre à cette question, on voulait te demander, Félix, qu'est-ce qui se passe si on est trop proche de nos employés? Mm. C'est quoi les risques? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui te popent en tête? Oui. Et qu'est-ce qui se passe si on est trop distant aussi? Ok, alors commençons par quand on est trop proche. Quand on est trop proche, les gens voient nos défauts et nos failles. Ils les voient beaucoup mieux que quand on est loin. Quand on est loin, on les voit, mais on n'est pas sûr. Alors quand on est proche, même, on peut poser la question. Il y a des moments de confidence. Ça, c'est un truc qui arrive souvent. L'employeur se confie à son employé et il y a quelque chose qui s'effondre un peu. Au début, ça fait complicité, ça fait humain, ça fait rapprochement et après, ça fait peur. Mm. Et ce qu'on voit, c'est des employés qui s'en prennent à leurs dirigeants, qui le décrédibilisent, publiquement ou non, mais parfois publiquement, sur ses failles, sur ses confidences, qui vont prendre ce qui a été donné dans le contexte de la relation privée, on va dire, de one-to-one, et qui vont le mettre sur le dessus du panier dans la relation publique, professionnelle et collective. Donc, on se fragilise. C'est OK d'avoir des vulnérabilités, c'est humain, c'est normal, c'est hyper important de les vivre, de les reconnaître, de travailler dessus, qu'on soit dirigeant ou non, d'ailleurs, mais pas avec ses employés. Le rôle de l'employeur vis-à-vis de l'employé, c'est de le rassurer, lui mettre un cadre, lui dire où est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir, de le mettre au bon endroit, de le mettre en situation de succès aussi, et de l'affranchir du doute. Voilà, il lui dit pas comment il a fait pour traquer le mammouth, mais une fois que le mammouth il est repéré, on va sur cette piste, t'inquiète pas, ton rôle c'est d'aller là, tu fais le truc. Voilà, ça c'est hyper important. Après, je veux mettre un peu de nuance sur ce truc-là. Quand on travaille ensemble depuis 10 ans, les choses s'étoffent et s'affinent. Je pense que c'est moins le cas
quand il y a du temps qui passe là-dessus. Parce que le pacte relationnel peut se complexifier. Mais il faut qu'il se passe beaucoup de temps et qu'il y ait énormément de confiance réciproque qui se soit bâtie. Donc, il faut surtout pas chercher cette relation. Elle peut arriver. Il faut Tout que le simplement. cadre il soit bien fait, bien posé depuis longtemps, que la relation elle soit efficiente, efficace, que les fondations soient très très fortes, quoi. Et j'aimerais mettre un autre risque qui est, lui, moins fréquent, mais beaucoup plus dangereux, beaucoup plus nocif, qui est le risque de, nous, ce qu'on appelle un cancer. C'est une personne dans l'entreprise qui va exploiter cette faille et cette vulnérabilité à des fins manipulatrices. Et ça arrive vachement plus souvent qu'on ne Ouais. le croit. Surtout quand, ah oui, on a eu des cas très très particuliers euh, d'alcoolisme au travail, de violence morale assez forte, voire de violence physique. C'est plus subtil, mais ça arrive. Quand on est dans cette posture un peu vulnérable, un peu confiance, un peu proximité, on est la proie de choix pour ce genre de profil. Et finalement, ceux qui vont en souffrir le plus, c'est les autres employés. Donc, on se met en situation de danger et on met aussi son groupe dont on est responsable en situation de danger en faisant ça. En fait, c'est arrivé quand même pas mal de fois dans les accompagnements qu'on a eus, parce que on accompagne des dirigeants, ils brassent pas mal de monde qu'ils emploient, les gens tournent dans les entreprises. Et donc, avec un peu la loi des grands nombres, bah, effectivement, on croise des gens comme ça, quoi. Et souvent, quand on recrute quelqu'un, eh bien, on en a très très besoin dans les petites entreprises. Les recrutements sont clés, on en attend beaucoup. Donc, on fait confiance. Et les profils dont Félix parle, c'est des profils qui sont très sûrs d'eux, qui apportent une forme de grosse confiance au début, un soutien aux dirigeants qui est, dans les jeunes années, souvent un peu fragile aussi. Donc voilà, c'est des choses qu'on a quand même pas mal vues. Et donc, ça arrive à plein de gens. C'est aussi ça, s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont dans des situations comme ça, c'est que ça arrive à plein de gens, en fait. Et puis je dirais le troisième risque, c'est une perte d'efficience collective. C'est-à-dire que c'est pas un phénomène one-to-one avec une personne. C'est je veux comprendre, arranger, aider les autres. Donc je crée plusieurs standards et plusieurs cadres différents en fonction de la relation que j'ai avec la personne. Oui. Et du coup, quand j'arrange un tel, il y a un tel qui se dit bah c'est con, moi j'ai tel cadre et telle rigidité, etc. Et lui non. Donc je veux la même chose ou je veux plus parce que j'ai l'impression que je le mérite, que je donne plus, que ça c'est, enfin dans toutes les entreprises, j'ai l'impression que je donne plus que l'autre, c'est classique. Et du coup, je veux cet arrangement, je veux cette proximité avec le patron, et ça devient un peu la foire d'empoigne de qui aura quel privilège. Et là, c'est bon, ça part dans tous les sens, quoi. Être trop proche, c'est aussi avoir beaucoup plus de mal à être lucide sur les éléments qui sont pas efficients ou pas dans la culture. Ça va avoir plus de mal, du coup, aussi en partageant euh, des moments ultra conviviaux pour rester le plus correct possible dans ce que je dis, et donc d'avoir du mal à s'en séparer. C'est beaucoup de dérives comme ça qui sont où on se rapproche plus du groupe de potes que d'une entreprise fonctionnelle où on protège le groupe, quoi. Et ça, vous en avez vu dans Énormément. l'accompagnement? Ah Oui, ouais, oui, beaucoup, énormément. beaucoup. C'est un Beaucoup. classique. Bah, vraiment, je pense que ce serait intéressant si les personnes écoutent cet épisode qu'elles aillent aussi voir la newsletter sur le même sujet, parce qu'on pose les choses un peu différemment. Et en fait, on l'a conclu par une chose assez simple, c'est que ce qui fait que vous avez cette volonté d'être le bon patron, proche, etc., et qui est un défaut dans ce rôle que vous endossez, c'est ce qui fait aussi que vous êtes un être humain chouette. Et en fait, on le voit souvent parce que les personnes qui viennent vers nous sont des personnes qui se remettent en question, qui ont envie de faire les choses Oui. bien. Et vraiment. Et qui vont investir des sous pour faire les choses le mieux possible. Donc, c'est un défaut de bonne personne. Et ça se rectifie assez simplement par du bon sens, par des règles, par des points de repère. Et alors, du coup, quand on est trop distant, qu'est-ce que ça peut amener comme problème? On a moins d'exemples en tête, justement parce que c'est des profils qui ont moins tendance à se remettre en question. Donc, je vais essayer d'être assez simple dans ce qu'on a pu observer. Le problème, c'est quand on est trop distant avec soi-même, avec ses propres failles. Quand on a du mal justement à regarder à quel endroit on a besoin de progresser, à quel endroit on est plus fragile, à quel endroit on a peur, à quel endroit on se sent impuissant. Quand il y a cette distance avec soi-même, ce manque d'analyse intérieure, qui est lié à la solitude du dirigeant, il est tout seul avec des gens qui l'idéalisent, qui le valorisent, qui lui cirent les bottes. Et du coup, on se sent sans faille. Et les failles, on les planque. On les met en dessous. Et du coup, elles vont guider des comportements
comme vous voyez la cocotte minute au moment où la pression sort. Ouais, Et souvent, c'est des comportements qu'il faut pas avoir. Voilà, je laisse l'imaginaire collectif de la personne qui nous écoute imaginer tout ça, mais pas du tout adapté dans le cadre de l'entreprise. Ça peut être de la violence verbale, ça peut être plein de trucs. Tu parlais de la solitude du dirigeant. Et Maxime, c'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Comment, du coup, tu vis donc cette solitude en étant plus à distance de tes employés? Comment tu fais pour bien la vivre? Et on va la poser, on va y répondre aussi avec Félix, mais par rapport aux accompagnements qu'on a vécu. Mais je sais que dans la préparation, c'est un truc que tu m'as dit. Bah, ouais, c'est vrai. comment on fait pour bien la vivre, cette solitude du dirigeant, et s'installer bien dedans? Est-ce que vous avez des exemples, des trucs? Bah, en fait, la solitude du dirigeant, ça va, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, parce que ce que je disais un petit peu au début, j'ai pas voulu avoir ce rôle de dirigeant, en fait. J'ai toujours, je pense, j'ai fait un genre de déni de dirigeant. Non, c'est vrai, hein, d'ailleurs. J'adore l'expression. Ah, mais Ça, ouais, non, mais j'ai eu un déni de dirigeant pendant plusieurs années. En plus, je travaille avec mon associé, Pauline, que je salue, quand tout le monde regardera, et qui incarnait plus ce rôle de dirigeant au départ. Moi, je l'ai rejoint dans son projet, donc je me suis toujours un peu vu comme le second, et du coup, pas comme le dirigeant. Donc, ça m'arrangeait bien, en fait, aussi. Donc, voilà. Donc, à un moment, d'ailleurs, ça devait être peu avant le début de notre accompagnement, on a identifié collectivement, avec Pauline, que c'était un peu gênant dans notre relation. Donc, c'est aussi, on en a parlé, c'est bien terminé. Justement, ça a aussi débouché sur un travail de coaching avec vous. Et donc, aujourd'hui, je vis pas mal cette solitude de dirigeant. Aussi parce que j'ai mon associé, donc j'ai une relation d'associé, en fait, qui vient. Donc, en fait, je suis pas seul. J'imagine que si t'entreprends, si t'es le seul entrepreneur, que t'as pas d'associé dans ton entreprise, ça doit être encore plus plombant, quoi. Là où je la vis, c'est plus que je me dis, en fait, le boulot, c'est socialement, ça fait partie des endroits où tu fais des rencontres et où tu te fais des amis. Et surtout, quand tu es plus étudiant, ça devient un peu le principal endroit où les gens se rencontrent, ses amis. Et je vois ça, par exemple, avec ma compagne qui noue des relations d'amitié à son travail. Moi, j'ai l'impression que du coup, c'est pas possible. Et là, je me dis, bon, voilà, c'est la nature de mon boulot. Mais c'est vrai que du coup, je n'étends pas forcément mon cercle social, et je fais des rencontres super intéressantes. Je les adore, hein, mes employés, en vrai. Mais c'est pas mes amis. Et avant de te laisser la parole, Félix, en quoi la relation avec ton associé Pauline t'aide à mieux vivre ta solitude de dirigeant? C'est parce que on est deux. Enfin, là, vraiment, genre, réponse basique. Du coup, je n'ai pas l'impression d'être seul parce que j'ai une personne à qui me confier, j'ai une personne avec qui discuter, voilà, il y a des échanges. Je peux aussi, ouais, je peux partager ce que je ressens avec quelqu'un. Ouais, je peux douter, en fait, comme disait Félix tout à l'heure. C'est ça, quoi. Effectivement, tu peux pas douter. Alors, ça m'est arrivé aussi, hein, genre, de me douter et de me confier à un ou une employée de l'entreprise par le passé, effectivement, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as envie de partager, en fait, et bon, si c'est ton rôle de moins le faire, peut-être qu'il faut travailler dessus. Mais c'est vrai avec mon associé, on peut tout se dire. Enfin, il y a aussi un travail à faire. Enfin, voilà, il y a aussi un pacte relationnel avec ton associé. On n'a pas le temps. Enfin, faudrait faire une émission là-dessus, mais à part entière, quoi. Mais ouais. Félix, toi, dans les accompagnements qu'on a faits, comment tu vois que les dirigeants, ils arrivent à bien apprivoiser cette solitude du dirigeant? Tu sais, à s'installer un petit peu dans ce fauteuil, à se dire, bon, ok, en fait, j'ai des besoins, j'essaie d'y répondre ailleurs, dans ma vie personnelle. Ça peut pas être répondu à cet endroit-là. Comment tu vois cet apprentissage? Oui, je pense que c'est une acceptation d'abord. C'est accepter que au boulot, mon rôle, c'est d'être ce point de repère stable. C'est ça qu'on attend de moi et c'est ça qui fait du bien à la boîte et du coup qui me fait du bien aussi à ma démarche. Mais du coup, tu l'as dit et tu l'as dit, il y a besoin d'espace dans lequel on peut se montrer vulnérable, dans lequel on peut douter. Et ces espaces, c'est l'amitié. Il faut nourrir des liens d'amitié à l'extérieur de l'entreprise. C'est essentiel. Les dirigeants qui vivent le mieux qu'on a vu, ils ont ça. C'est avoir un associé, si c'est le cas,
Et donc, en rester proche, hyper important. Et si on ne l'est pas, de travailler sur cette proximité. Nous, on a plein de frameworks qui nous permettent de renouer la relation. Elle est cruciale. Et même si opérationnellement, chacun ses tâches et tout se passe bien, ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir partager, parce que c'est la seule personne qui connaît et qui a toutes les données comme nous. Ouais, c'est ça. Ou avoir des coachs. Super. Et on a une dernière question avec Maxime. La dernière? Avant de passer à la punchline. Punchline. C'est quand tu as cette posture de dirigeant, quand tu te mets plus à distance, mais que tu arrives à être à peu près bien, tu te trouves comment gérer le cadre. Le sweet T'as spot. quand même des trucs relous à faire, comme par exemple refuser à quelqu'un un privilège qui est demandé parce que ça sort du cadre, même si ça changerait rien de lui accepter. Bah en fait, si tu le fais pour cette personne, tu dois le faire pour tous et qu'il faut maintenir un cadre collectif. Comment t'assumes, voilà, d'être un peu cet objecteur de conscience ou Cette contrainte. cette quoi. contrainte en fait, et comment tu le véhicules surtout à tes, pas dans le micro, mais plus largement, comment tu le véhicules à tes employés pour, voilà, expliquer de façon directe ou indirecte qu'il y a besoin de ce cadre, que tu as besoin d'incarner cette posture, parce qu'en fait, là, ça paraît être du bon sens, mais en fait, à vivre au quotidien, quand c'est pas ta posture de base, bah, c'est pas facile d'opérer cette transition, tu vois. Je pense que chacun son style, ça dépend de sa personnalité. Je pense que pour certaines personnes, se montrer difficile d'accès, ou au sens, pas forcément physiquement, hein, c'est pas l'absence, mais que ce soit un peu coûteux, que ça demande beaucoup de concentration ou d'effort d'aller demander ce genre de privilège. Je pense que c'est important. Si vous voyez les gens toquer à votre porte vite fait le matin ou demander des trucs, etc., c'est qu'il y a un rapport un peu inversé. Avant tout, vos employés, ils viennent pour mettre au service de votre démarche une compétence, du temps, en échange d'une rémunération. Et ce truc-là doit être équitable. Les deux parties doivent se sentir gagnants dans l'affaire, mais c'est pour ça qu'ils viennent. Vous n'êtes pas au service de vos employés. C'est pas vrai. C'est pas ça la nature de la relation de base. Mais ça c'est une question de style, si on est à l'aise là-dedans. Si au contraire, on est beaucoup dans l'écoute, dans la proximité, etc., bah, expliquer le fait de, écoute, quand tu viens me demander ça, moi, je vois tous les employés de la boîte, donc si on est 12, on est 12, si on est 50, on est 50, faire la queue le matin avec leur petit dossier pour me demander la même chose. Est-ce que tu penses que je peux leur dire oui? Ah bah non. Donc tu me demandes un privilège, je peux pas te le donner. Et laisser un silence gênant, tu vois, ce petit silence gênant. Enfin, Ouais, ce silence gênant là, celui-là, celui que tu ressens là. C'est forcément quelque chose que tu as vécu, Maxime, et qui est pas confortable, parce on en a parlé pendant la préparation, que voilà, cette transition, elle est pas si facile, et, et que bah, c'est une itération, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Bah, c'est aussi une habitude à prendre. Faut peut-être se réfugier un peu dans le rôle et dans se dire, bon, est-ce que euh, mon rôle, c'est d'être garant que l'entreprise fonctionne bien et c'est d'être garant, enfin, de protéger l'intérêt de tout le monde et effectivement, pas forcément les intérêts individuels, mais c'est quand même difficile, quoi. Tu as toujours envie enfin, ça dépend peut-être quitter, mais moi, j'ai toujours envie de rendre service. Donc, tu vois, faut prendre le pli. Ouais. Donc la punchline, c'est un moment où on essaye de résumer ou de synthétiser ce qu'on a envie de retenir en une phrase ou deux pour les plus bavards, pour les profils qui sont concernés, qui ont envie de bien faire en fait, qui sont bons élèves, ou tout simplement qui ont envie de faire du mieux qu'ils peuvent. Souvent le biais, l'intuition de base, c'est pas forcément la bonne, c'est-à-dire d'essayer de faire plaisir, de faire en sorte que les gens soient heureux dans l'entreprise, de satisfaire ses propres besoins, tous ses besoins dans l'entreprise. En fait, on n'est pas en train de créer Wonderland, tu vois, ou Wonderworld, je sais pas, le monde fabuleux de Peter Pan. En fait, il faut se rapprocher à quelque chose de peut-être un peu moins romantique, mais de plus fonctionnel, et de se dire, mes employés, il y a un pacte relationnel avec eux, et ils ont besoin d'un cadre dans lequel évoluer sereinement, et je suis responsable de ce bateau-là. Et après, on verra. Peut-être qu'après, il y a des belles choses qui vont vivre, qu'on va pouvoir vivre dans le chemin.
sur le chemin, pardon. Mais déjà, c'est ça ma responsabilité en tant que dirigeant. Et ça veut pas dire qu'il faut que je sois différent, il faut que je sois plus moi-même. Mais déjà, je vais bien savoir c'est quoi mon rôle envers mes employés. Et donc, quel est le pacte relationnel, un cadre de travail, une fiche de rôle, euh, garant des déviances, etc., pour protéger le groupe. Voilà, ce genre de choses simples qui rassurent et qui permettent de s'éloigner un petit peu des questions identitaires ah, en fait, il faut que je porte un masque et que je sois plus du tout moi-même au travail, il faut que je change Ouais, ma c'est clair. personnalité. Non, mais c'est clair. Écoute, je prends la suite du coup. Merci d'avoir commencé. Bah, moi, je retiens vraiment là de notre échange cette idée de pacte relationnel. Moi, c'est la première fois que j'entends ce terme, hein, donc je suis content. Là, j'ai un nouveau terme sur lequel m'appuyer qui va nourrir un peu mes réflexions sur le sujet, mais je trouve ça très intéressant. Et effectivement, il y a il y a des attentes dans la relation entre un employeur, entre ses employés, dans les deux sens d'ailleurs. Et si on a ça en tête et qu'on se dit, bah, là, je suis comment par rapport au pacte relationnel, bah, ça peut servir quand même aussi de boussole, de se dire, bon, attends, voilà, le but, c'est ça l'objectif, quoi. Et aussi, ça, c'est une autre personne qui m'avait dit ça il y a assez longtemps, mais qui m'a pas mal aidé, qui nous avait dit, c'est une personne qu'on voyait, moi et Pauline, et qui nous avait dit à un moment, mais attendez, vous n'êtes pas responsable du bonheur de vos employés. Ça, c'est dangereux de penser ça parce que c'est pas vrai, ouais. Chacun a sa vie, a ses états, le moment où il se sent bien, ça, et ça ne dépend pas que de vous. Donc, en fait, vous n'êtes pas responsable de ça. Vous êtes responsable de avoir une entreprise oui, qui permet à vos employés de s'épanouir dans leur vie professionnelle, etc. Mais en aucun cas, vous pouvez être responsable de leur bonheur. Et à trop chercher ça, je pense qu'on peut se perdre aussi. Voilà. Donc, je Très laisse bien. Félix compléter. Eh bien, moi, je dirais que la vulnérabilité qu'on a au fond de soi, on la vit comme une faiblesse, mais c'est une force. Elle a juste besoin d'un acte de transformation. Je pense qu'on fera un épisode là-dessus. J'en ai bien envie. Et cette vulnérabilité a besoin d'interlocuteurs. Elle ne peut pas se vivre seule. Mais c'est pas vos employés. Jamais. Super. Passons aux uppercuts. C'est le Maxime. moment là? Ouais, c'est le moment. Uppercut. Donc, l'uppercut, on rappelle, c'est des questions que Maxime a préparées, dont on n'est pas au courant, Non. ni Félix ni moi, et qui sont pas forcément en lien avec la thématique de l'épisode, mais qui peuvent être un peu croustillantes sur ce que tu voudras. Ok. Alors, je vais commencer. J'en ai quelques-unes, hein. Je vais commencer direct par vous demander, en fait, tous les deux, c'est quoi votre sujet de désaccord récurrent, quoi? Le truc qui revient tout le temps, sur lequel vous n'êtes pas d'accord, quoi. Le sujet de discorde qui crée des tensions et puis qui revient toujours. Putain, il y a toujours rien dans une relation. Bon. C'est quoi le vôtre? Moi, je répondrais, il y en a peut-être plusieurs, le trop. C'est vouloir en remettre un peu plus dans la balance. Moi, je suis un obsédé de l'équilibre, du dosage. Je trouve ça très, très, très important pour me sentir bien. J'ai besoin de repères, etc. Et Jean est un feu de paille. Il a plein de choses en fait à créer, plein d'idées. Moi, j'ai hâte qu'il se mette à réaliser des films parce que le monde en a besoin et deux, lui, il en a besoin. Et je serais très content d'être son assistant réel et de le tempérer. Mais mais il y a toujours cette volonté de remettre une idée, un truc en plus. Et du coup, là où ça crée la discorde, c'est que moi, je suis souvent dans la posture du non. Et ça peut être fatigant, tu vois, de dire non. T'as envie de dire, ah bah ouais, trop bien et tout, cool. Mais au bout d'un moment, je sais où ça nous amène et ça peut nous amener à, à se disperser, à faire les choses pas à fond, à être fatigué. En fait, à pas prendre du plaisir, alors que c'est des choses bien. Voilà. Moi, je dirais que le point de discorde qu'on a, c'est Le pas assez. le pas assez. Je me sentais venir dans le ton, je me suis dit, il va dire le pas assez. Ah, c'est exactement ça. J'ai rien à ajouter parce que c'est très juste. Il a synthétisé, Félix, pas mal d'idées que j'avais. Il fait ploup, ah ouais, en fait, c'est ça. C'est le dénominateur commun. Et comment vous arrivez du coup à gérer
gérer ça? C'est quoi le... Vous savez, vous avez l'air de bien vous connaître et donc du Mm. coup... Bah, comme tu connais la pente de ton terrain et donc tu sais que ça glisse dans ce sens-là. Ouais. Donc tu compenses un peu légèrement, tu viens et remblayer, etc. C'est juste une question d'habitude. On connaît cette dynamique-là. Elle est vertueuse, elle est fertile. Ça s'appelle la créativité, donc on va pas la brider. Mais du coup, quand je viens poser le nom, on peut cadrer et avoir un regard méta sur la relation, de dire, tu sais, là, on est un peu dans cette situation qu'on connaît bien, etc., qui évite le clash, en fait. Je pense que le nom est moins coûteux aujourd'hui pour Félix aussi. Ouais, bah, beaucoup. C'est-à-dire que c'est moins dur d'arriver et de me dire attends, peut-être Ah qu'on va ouais. pas faire ça et tout, je l'accueille mieux. De ouf. Et je pense que Félix, il tolère aussi pas mal le trop de façon conjoncturelle, tu vois. Mais pas structurellement que ça devienne la nouvelle norme. Et donc, Mhm. quand de temps en temps, j'en mets un peu plus parce que on a une semaine un peu plus chargée et tout, il va dire bah là, c'est un peu trop, mais bon, ok. Mais juste, faut pas que ça devienne notre norme. Donc, on met un peu chacun de l'eau dans notre vin. Et puis, parfois, il voit bien que j'ai accepté parce qu'il y avait une opportunité, que j'étais dans l'excitation, que j'étais dans le truc. Et il dit, OK, c'est un peu lui aussi, quoi. Et puis souvent, un défaut, c'est l'excès d'une qualité. C'est quand même une super qualité d'avoir une énergie comme la tienne. Tu prends les sujets à bras-le-corps en toutes circonstances, tu laisses jamais une situation merdouiller. Il y a quand même un truc très très positif là-dedans. Mais dans cet élan pour bien faire, etc., bah, des fois, on va trop loin. Donc, c'est pas du tout un défaut intrinsèque. Ok, merci pour votre réponse. J'ai une autre question pour vous. Ah, moi, c'est vraiment une question de curiosité là. C'est, ça se passe comment concrètement le débriefing d'un coaching, quoi? Quand vous rapprochez la visio, vous dites salut et tout. Ouais. Est-ce que vous parlez de ce qui vient de se passer? Est-ce que vous parlez plus tard? Et qu'est-ce que vous vous dites, quoi? Bah, alors, le débriefing d'un coaching, souvent, c'est putain, t'as vu, on a réussi à le faire bouger là-dessus, c'est trop cool. Putain, on a fait une bonne session pour ça, bien joué pour ce truc-là. Tu vois, c'est comme un débrief. En fait, c'est comme un match de foot, quoi. Tu vois, ou une partie de tennis. Chaque coaching qu'on fait, pour nous, il peut être réussi ou raté. C'est pas du tout, on va pas du tout au travail business as usual, Oui, oui. en mode, tiens, en fait, une session, ça peut être une cata si on n'est pas dedans, quoi. Et donc, on est là en se disant, putain, bien joué, parce que là, j'étais un peu trop dans mon ego. Je l'ai pris trop à cœur, t'as remis de la distance, putain, on a failli louper le truc, ou alors je sens qu'on n'a pas encore trouvé le bon air de l'accompagnement et tout. Donc on est vraiment dans le débrief de façon assez passionnée, À chaud comme ça, là, à chaud, À vous chaud. appelez à chaud, direct. direct, tout le Enfin, en temps. combien de temps? Bon, ça dépend. Ça dépend à quel point on était synchrone et dans la réussite sur le coaching, parce qu'il y a des temporalités sur certains sujets qui prennent l'heure et d'autres qui prennent des mois. Donc, des fois, on est en train de travailler sur une lame de fond et il y a des moments frustrants. Il y a parfois du rejet de la part de la personne qu'on Ok. accompagne qui va soit avec un peu de passif-agressif, soit un peu de blocage, etc. Oui, mais c'est normal quand on est accompagné, conseillé, on est aussi influencé. Et c'est pas forcément agréable d'être influencé. On n'a pas envie qu'on Ah nous ouais. pousse ou qu'on nous. Et c'est pourtant ça qu'on nous demande. On nous demande d'accélérer des processus, mais parfois l'accélération provoque de la friction. Donc des fois on débriefe ce truc-là de oula, j'en ai pris plein la gueule, etc. Ça arrive, hein. Ah bah, je sais, j'ai fait des séances avec vous, hein. Et souvent, c'est intéressant ce phénomène à deux. C'est que souvent, quand il y a cette réaction d'anticorps, elle est pluguée sur l'un de nous. Donc il y a l'un de nous qui prend méga lourd et l'autre, au contraire, limite un peu de pommade. Donc dans ces cas-là, le débrief, il sert aussi à équilibrer un petit peu les Ouais. deux verres d'eau. En mode, t'inquiète, c'est pas personnel, c'est jamais personnel. C'est juste à ce moment-là, t'as incarné peut-être un peu plus pushy ou un peu plus rugueux, et du coup, la personne t'a envoyé paître. Moi, une fois dans un coaching il y a longtemps, c'était un monsieur un peu plus âgé, il m'a fait, euh, je venais de faire un feedback. Tu t'appelles comment déjà? On se connaissait depuis 3 mois, tu sais. Il n'y a pas de problème, il connaissait mon nom. Ah oui, et c'est ça, Félix. Ok, Félix. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que Jean a à dire. Jean, qu'est-ce que tu as pensé de... Voilà, bon, bah, à ce moment-là, Ouais, là. le mec te dit, ta gueule, tu es allé trop loin, ça me gêne. Et donc là, dans ce moment, tu vois, bah, évidemment, faut gérer le gars parce qu'il n'y a plus que toi qui l'écoutes, mais il faut prendre soin de ton associé en même temps aussi. Ouais. Bien Et sûr. dans le débrief, après, tout de suite dire prendre soin. Mais parfois, tu sais, on est dans un débrief et on est découragé parce qu'on se dit, ah, ça n'avance pas, c'est bloqué, il y a un refus et tout. Et l'autre te dit, mais non, en fait, ça fait partie du chemin.
ait confiance, ça prend plus de temps. Souvent, c'est quand on est plus engagé émotionnellement sur un accompagnement, Oui. on a plus de frustration à le voir patiner, alors que quand on est plus à distance, plus à juste distance, on est plus patient, on voit plus la trajectoire long terme. Et du coup, le fait d'être à deux est vraiment, mais juste fondamental et magique en fait pour ça. Ok, très bien. Encore, hein. Euh, C'est quoi la place de l'intelligence artificielle dans le coaching? Très intéressant. Est-ce que vous pensez qu'on peut se faire coacher par une IA bien faite pour? Est-ce que vous avez peur pour votre boulot dans 10, 15 ans? Alors, moi, je suis dans le déni, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse substituer une relation d'accompagnement. Je pense que ça peut s'ajouter. Je pense Mhm. que les gens vont utiliser des IA pour se remettre en question. Et trop bien. Ils vont créer un interlocuteur gratuit ou presque, qui les connaît parfaitement, à qui ils peuvent tout confier. Parce que, bon, alors là-dessus, on va peut-être tempérer, mais Ouais, c'est a priori, si on arrive à mettre de la confidentialité des lois là-dessus, à qui ils pourraient tout confier, euh, pourquoi pas? Je pense que ça va s'ajouter, mais comme un coach qui, tous les matins, a le droit à avoir ta remise en question du jour. Par contre, ne pas être accompagné par des humains sur sa vulnérabilité, ne pas pouvoir partager l'intime d'une trajectoire avec l'humanité que ça suppose, Ouais. l'IA ne va pas pouvoir parler de ses failles. Moi, je peux parler des miennes. Et donc, je pense pas qu'on sera remplacé. Enfin, est-ce qu'on utilise l'IA dans les coachings? Non, à cause de l'absence de confidentialité. On ne peut pas. Nous, on supprime nos notes au fur et à mesure. On aimerait bien avoir des archives monstrueuses. On aimerait bien les filer à une IA qui peut les trier et nous faire des articles méga géniaux. Ouais, mais Hors de question, parce que ça mettrait en danger des données personnelles sur nos clients, même si on les anonymise. Ça reste quand même facile de recouper les données avec c'est les clair. métadonnées derrière. Donc bon, En fait, ce que l'IA peut fournir, c'est des réponses, c'est prendre un peu de temps effectivement avec quelqu'un pour faire du ping-pong. Mais du coup, nous, ce qu'on va apporter, c'est aussi un engagement émotionnel pour faire bouger la personne. C'est aussi la foi, un miroir envers cette personne, un miroir subjectif, mais aussi la foi que la personne peut bouger parfois. Et notre engagement, il n'est pas neutre aussi. Notre engagement personnel dans la réussite de la personne, il n'est pas neutre Mm. dans le fait que la personne, elle bouge. Et en fait, tu peux avoir les mêmes réponses que nous on apporte, qu'une IA apporte ou quelqu'un d'autre apporte. C'est aussi dans la façon de s'engager dans l'accompagnement. C'est qui on est aussi qui fait que ça a plus de poids, euh, notre trajectoire et l'accompagnement, tout simplement, euh, l'épaulage en fait, le compagnonnage avec la personne qu'on suit. C'est pour ça qu'aussi on a des gens avec qui on travaille depuis plusieurs saisons, plusieurs années, parce que voilà, il y a ce soutien, en fait, vraiment très engagé, qu'on pense que l'IA peut apporter dans une quand même plus petite mesure. Il y a moins ce truc, voilà, il y a moins cette sortie de solitude, en fait, parce que quand tu parles à ton IA, tu es quand même seul face à toi-même, même s'il y a un truc un peu funky, un peu ludique qui se passe, et il y a sans doute plein de réponses que nous, on ne pourrait jamais apporter. Mais en tout cas, le fait qu'on soit là, présent, il y a le moment de partage convivial aussi qu'il peut y avoir sur certaines victoires. On a eu une grande victoire là, avec des dirigeants récemment, sur un de leurs accomplissements, quelque chose qu'on cherchait. Ben voilà, le partage, il a été là, Ah quoi. ouais, Et ça, c'est quelque chose que l'IA peut pas pour le moment remplacer, en tout cas. ok, vous êtes tranquille. Bah, on a notre petite place qu'on est-ce qu'on dé... est tranquille? Je sais pas, non, on n'est jamais tranquille. On se sent pas Ah ouais, Non, ouais. non, mais on aime pas, on on veut est pas être tranquille, tu vois. comme tout le monde, on est des citoyens concernés par ce qui est en train de se Bah, c'est passer, ça. Ouais. à la fois enthousiastes des portes qui s'ouvrent et un peu frileux comme tout le monde de qu'est-ce qu'il y a derrière. Et il y aura, comme dans toutes les grandes révolutions technologiques, parce que c'en est une, il va y avoir des très belles choses, c'est certain, des cas de figure où ça va sauver des vies, où ça va... Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il va y avoir sans doute aussi des katas plus ou moins grosses, dont on sera acteur et spectateur en simultané. Peu tôt pour le dire encore. Ouais, c'est ça. Mais, En tout cas, est-ce que ça menace directement nos jobs? Je pense pas. pas tout de suite en tout cas. Mais ça va vite, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, Puis il faudra s'adapter si nécessaire. Peut-être que dans le futur, il y aura des IA qui discuteront entre elles de la posture d'une IA par rapport
Très Sans possible. à ces autres IA subalternes. Très possible. Je sais pas. Ouais. Bizarre. C'est pas pour tout de suite. Ok, dernière question. Et là, on va reboucler sur le thème. À quel point on peut être proche de son coaché, en fait, de la relation coacheur-coaché, quelle est la bonne distance à avoir, sachant que il y a aussi une relation qui est, enfin, Impact relationnel. Impact relationnel, merci, tarifé et tout. Donc, est-ce que la question s'est déjà posée pour vous, en fait? C'était plus ça, ma question. Hein, Le pacte relationnel, c'est un déséquilibre assumé de en tant que coach, je vais connaître l'intime de tes réflexions, je vais partager tes objectifs et la démarche et l'enthousiasme pour y aller. Je vais essayer de participer aux solutions pour le découvrir, mais la réciproque n'est pas vraie. Oui. Et du coup, la réciproque, elle s'exprime dans un truc humain assez naturel, une envie de rendre ou d'aider, où nos clients, très souvent, sont très contents de nous faire une belle reco sur LinkedIn, de venir au podcast pour partager avec nous, même parfois prendre au téléphone un futur client sur tel ou tel produit pour dire ce séminaire stratégique m'a aidé pour telle ou telle chose. Et ça, c'est des cadeaux qu'on nous fait qui nous permettent de nous développer plus rapidement et qui sont une manière de rendre l'enthousiasme que nous, on met dans le travail. Mais ce déséquilibre-là, il doit rester, il doit se maintenir sur le fait que nous, on est au service de leurs rêves et de leurs ambitions. Eux n'ont pas à se préoccuper de ça. Eux n'ont pas à se préoccuper de comment on va vraiment profondément au début du coaching. Moi, j'ai fait des coachings pendant toute la phase où j'ai divorcé, qui était une phase très chaotique. Ça me faisait un bien fou d'aider, tu vois, d'être au service de la personne, d'oublier complètement mes problématiques pendant 1 heure. Ça paraît absurde. 1 heure avant, on est dans son émotion. 1 heure après, on est dans la vie de l'autre et son émotion à lui ou à elle. Et c'est OK, c'est fine. Et c'est pas parce que je vivais ça que mon client devait avoir vent de ce que je pouvais vivre émotionnellement. Ouais, c'est un pacte relationnel qui est très clair en fait. C'est que nous, on cadre, on prend la responsabilité du moment envers des gens qui sont tout le temps responsables de tous les autres moments de leur vie. Et donc c'est à nous de faire en sorte que quand ils arrivent, ils soient dans des chaussons, ils soient pris en charge émotionnellement. Et ça, c'est important, même quand même hors des sessions de travail, à l'exception, il y a toujours des exceptions, de quelques personnes avec qui on a travaillé, avec qui se met en place un pacte relationnel un peu plus souple et des moments un peu plus conviviaux. Mais c'est à la marge et c'est vraiment parce que la personne l'a sollicité, l'a demandé et le souhaite et que souvent le travail s'est arrêté ou alors le travail est vraiment bien calé. Mais on va pas rentrer dans une intimité totale non plus. On va garder quand même une distance, une juste distance. On a toujours un œil sur le pacte relationnel initial. Ouais, exactement. Il y a toujours un œil sur le pacte relationnel initial. Ok. Donc c'est une question qu'on se pose beaucoup. Ouais. Ok. Non, mais très bonne question. Ouais. Déjà, merci beaucoup Maxime d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur le podcast, d'avoir choisi un thème, un dilemme qui est hyper important et qui est pas facile. C'est pas facile de s'exposer sur ce sujet-là. Donc un immense merci, franchement, c'était un super sujet. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, Félix. Ouais, c'était passionnant. Je sais pas combien ça a duré d'ailleurs, peut-être c'est un épisode un peu long, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et puis parce que tu étais investi complètement dedans. Donc c'est exactement ce qu'on a envie de faire avec Punchtime, c'est de dire le plus authentique qu'on puisse dire, malgré le fait qu'il y a des caméras, des micros et que c'est des contenus qui vont être sur Internet, qui vont être laissés à l'écoute, mais d'être le plus proche possible de l'expérience réelle, en fait, du dirigeant. Donc, merci d'avoir partagé ça. Donc, Maxime, comment on peut faire si on est saxophoniste ou si on a quelqu'un dans notre famille qui est saxophoniste, qui a envie de découvrir un peu ce que vous faites chez Sios, donc c'est... Ou trompettiste ou clarinettiste. Bien sûr, ça allait arriver ensuite dans la suite. C'est des becs de saxophone du coup en 3D qui sont soit indexés sur le son de certains musiciens célèbres ou musiciennes célèbres, soit carrément sur mesure. Et comme l'a dit Félix,
ça peut être également d'autres instruments de musique comme des emboucheurs de trompette. Exactement. Comment on peut faire? Le plus simple, c'est de bien retenir le nom de la marque, SYOS, SYOS, d'aller faire un tour sur notre site internet. Hein. On a un site internet multilingue, on expédie dans tous les pays, mais en particulier en France, puisqu'on est français, et on est aussi on est aussi disponible dans les magasins. On a peut-être une centaine presque de boutiques partenaires à travers le monde. Donc voilà, si jamais vous êtes saxophoniste, je regarde la caméra. Non, le mieux c'est d'aller faire un tour sur notre site, d'appeler notre service client, de discuter, de même éventuellement passer nous voir si vous êtes dans la région parisienne, dans nos bureaux du 11e. Et puis on vous fera visiter, on vous expliquera avec plaisir à la fois notre démarche scientifique et puis vous montrez aussi comment on produit, voilà, comment on est organisé. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir des musiciens. On bosse toutes les semaines avec des musiciens. On a des musiciens qui passent quasiment tous les jours. Voilà. Faites partie de ces musiciens. Ça peut être vous. Si vous faites du saxophone, si vous faites de la clarinette, ou si vous faites de la trompette, puisque c'est pour 2026. On va s'étendre. On va à la conquête d'un nouveau marché. Pour l'instant, on s'adressait aux saxophonistes et aux clarinettistes. Et maintenant, on va parler aux trompettistes. Et puis, dans le futur, à d'autres familles d'instruments aussi. Il a failli y avoir un spoiler alerte là. Non, Ouais. je fais pas de spoil, mais si vous êtes musicien, vous pouvez être concerné. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés ou regardés sur cet épisode de Punch Time. Il y a plein d'autres épisodes à découvrir également. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre newsletter Punchline en s'abonnant à punchline.kessel.media. Et si bien sûr vous êtes dirigeant ou dirigeante comme Maxime et que vous posez des questions sur votre posture de dirigeant, sur votre relation avec votre associé ou sur d'autres questions stratégiques, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur punchy.fr. On sera ravis de parler avec vous en fait, puisque c'est ça qu'on fait et de s'intéresser à vos enjeux. Merci beaucoup et à très vite. Merci à vous les gars. Merci.